il faut avoir en tête que concevoir une telle infrastructure opérationnelle dans des délais aussi courts, c'est un enjeu auquel une administration n'est confrontée que de manière très épisodique. Et j'ai envie de dire heureusement. Or, c'est une typologie de projet que nous conduisons régulièrement. Juste pour vous donner une idée, sur les 6 dernières années, nous sommes intervenus dans la reconfiguration de quelque chose comme 700 chaînes logistiques mondiales. Et donc c'est cette expertise-là voilà, qui nous a permis de... Pardonnez-moi de vous interrompre un instant, mais ça c'est justifié par le fait qu'il y avait beaucoup de lieux de distribution, d'acteurs variés pour effectuer la vaccination. Mais ce choix, c'est un choix qui a été fait de ce type de distribution de vaccins. On a vécu une autre situation en 2009-2010, au moment de l'épisode de grippe H1N1, où le choix avait été radicalement différent et entièrement géré par l'administration de ce pays, de faire de ce qu'on appelait des vaccinodromes, entre guillemets. Donc, est-ce que vous avez participé à la décision, enfin, en tout cas, par votre expertise, par des éléments que vous auriez amenés à l'administration, pour faire ce choix de ne pas reproduire le schéma vaccinodrome de la grippe H1N1 pour un choix de diffusion beaucoup plus complexe à gérer? Merci, Monsieur le Président. Alors, pour être vraiment très clair là-dessus, parce que beaucoup de choses ont été dites, nous n'avons pas eu de rôle dans la définition de la stratégie vaccinale en tant que telle. Notre rôle a été dans l'opérationnalisation des choix. Dans la logistique, finalement. Voilà, dans l'opérationnalisation de toutes les décisions et toutes les actions qui ont suivi ces choix-là. Et donc, les choix tels que qui vacciner dans quel ordre, quel vaccin utiliser, quels devaient être les lieux de vaccination, quels effecteurs devaient être mobilisés voilà, les décisions sur le pass vaccinal, les actions de communication, tous ces éléments-là étaient exclus de notre périmètre d'intervention. Et donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Et du coup, ce que nous avons fait très concrètement, c'est d'appuyer la task force interministérielle sur trois volets. Un, le cadrage opérationnel et la mise à l'échelle de ces flux logistiques. Et donc ça a été un appui à la mise en œuvre de pilotes, puis de tests à l'échelle, puis des différents schémas logistiques. Voilà. Et puis ensuite, la construction d'outils de pilotage qui permettent un ajustement en continu, de manière à s'assurer que la qualité de service soit au rendez-vous et qu'elle suive l'évolution de la campagne. À titre d'exemple, un des enjeux qu'on a eu en préparation de l'été, c'était d'anticiper les flux et les déplacements de la population pendant les périodes de vacances pour nous assurer que les vaccins soient là où se trouve la demande pendant l'été. Donc on a eu tout au long de la campagne des séries de sujets très opérationnels à gérer. Donc ça, c'est le premier élément sur le pilotage des flux. Ensuite, nous sommes mobilisés pour mettre en place et accompagner les processus et les outils de coordination de la campagne. Et donc au départ, de définir, et donc là vraiment dans une logique de gestion de projet, de définir les rôles et responsabilités afin que les centaines d'actions qui devaient être menées en parallèle le soient et soient instruites comme il se devait. Et puis ensuite, la mise en place du processus de suivi, de manière à ce qu'on puisse identifier très tôt où est-ce qu'il y avait éventuellement des déviations et des mesures correctives à apporter. Et puis, dernier point, sur le benchmarking, et donc une cartographie et un suivi en continu de l'avancement des campagnes de vaccination dans d'autres pays, à la fois pour éclairer les choix qui avaient été pris, et puis pour comparer l'avancement de la campagne française à ce qui se passait à l'international. Voilà. Sur la crise sanitaire, vous avez également eu une mission en janvier 2021 pour l'aide à la mise en place d'une tour de contrôle stratégique auprès de Santé publique France, accessoirement pour un montant de 605 000 €. D'après les informations que nous avons recueillies, vous avez participé à la mise en place et à l'animation de briefs quotidiens transverses internes à Santé publique France 2 fois par jour, à 9 h et à 15 h. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait concrètement cette mission, s'il vous plaît ?
Bien sûr, Monsieur le Président. Assez vite, en fait, dès les premières semaines de la campagne, il est apparu que Santé publique France avait un rôle absolument central et qu'un grand nombre des actions et des activités tombaient sous leur responsabilité. Et tout ça avec, encore une fois, des enjeux de délai qui se mesuraient en heures plutôt qu'en jours ou en semaines, et dans un contexte de tension forte sur les ressources de SPF, tout simplement du fait de la grande quantité d'activités qui étaient à gérer en parallèle dans des délais extrêmement courts. Et donc c'est le ministère qui nous a demandé, et je pense que Madame Chen l'avait précisé lors de son audition, qui nous a demandé de venir mobiliser un appui complémentaire auprès de SPF pour effectivement appuyer ces travaux de coordination extraordinairement intenses, et j'insiste sur le côté absolument exceptionnel de la situation. Et donc il s'agissait de conduire des revues qui ont été appelées des revues d'anticipation. Et donc là, plusieurs fois par semaine, c'était un travail pour identifier, anticiper les problématiques ou les sujets qui pouvaient engendrer des risques opérationnels sur les activités de SPF et le schéma. Et donc, quelques exemples, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'anticiper la montée des cadences de livraison sur les capacités de stockage à moins 80 et à moins 20, sur la capacité de transport et la nature des transports nécessaires, sur la capacité des établissements pivots qui ont joué un rôle clé dans un certain nombre des flux logistiques. Enfin, voilà. Et donc s'assurer qu'à chaque fois qu'une décision était prise au niveau ministériel, on prenait en compte toutes les implications potentielles qui risquaient de poser des difficultés. Cette tour de contrôle stratégique, en fait, c'est une déclinaison des questions logistiques que vous aviez en mission. Alors, la tour de contrôle qui a été mise en place effectivement au sein de SPF était une tour de contrôle, en tout cas c'est le terme qui avait été retenu, spécifiquement pour suivre et aiguiller tous les aspects logistiques. Donc il s'agissait bien de quelque chose de très opérationnel, de manière à coordonner encore une fois l'ensemble des actions qui étaient en cours. Et donc on parle au fond d'une fonction de gestion de projet. Voilà. Et là encore, pour vous donner quelques exemples du type de sujet sur lesquels cette tour de contrôle permettait de s'assurer que, encore une fois, les problématiques étaient anticipées et puis que tous les aléas qui se produisaient étaient gérés dans des délais qui permettaient d'assurer la bonne qualité de service. C'était sur les flux amont, donc dans l'approvisionnement des dispositifs médicaux notamment, de pouvoir réagir si un avion était bloqué, si un fournisseur avait un retard dans les livraisons. Comment est-ce qu'on anticipait, on gérait cette situation? Comment est-ce que dans les flux aval, on traitait les aléas dans les livraisons, dans les excursions de température éventuellement. Donc cette tour de contrôle, elle était là pour s'assurer de la coordination et de la gestion, encore une fois, dans des délais extrêmement courts, avec des enjeux de qualité de service importants, pour faire en sorte que le résultat soit au rendez-vous. Et à côté de cette mission, il semble qu'un de vos collaborateurs a été mis à disposition de SPF et du ministère de la Santé pour assurer la coordination opérationnelle sur le volet logistique, approvisionnement, distribution des vaccins, ce qui a l'air d'être un peu le sujet que vous venez d'évoquer pour la tour de contrôle. Et cette personne qualifiée d'agent de liaison a fait l'objet d'une facturation pour 170 000 €. Alors comment est-ce que ça s'articule avec le marché précédent ? Oui, et en fait, l'articulation s'est faite dans le temps. Dans un premier temps, effectivement, le ministère nous a demandé de venir appuyer cette coordination extraordinairement intense à partir de la mi-décembre. Et c'est cette fonction-là qui a été appelée agent de liaison. Et donc ça, c'était vraiment de s'assurer que ce dont je parlais tout à l'heure sur l'anticipation et sur la coordination d'actions qui étaient prises au sein du ministère, des ARS, de Santé publique France, et de s'assurer que cette coordination-là soit bien en place. Dans un deuxième temps, à partir de la janvier... Excusez-moi, monsieur, oui. Vous ne pensez pas qu'il y a au sein de notre administration, et particulièrement de notre haute administration, des fonctionnaires qui pourraient remplir ces missions, et notamment celle d'agent de liaison? Ça me paraît quand même assez étonnant
qu'on puisse faire appel à un cabinet conseil pour faire la liaison entre deux... Merci Madame la rapporteure. Je ne m'attarderai pas sur le terme d'agent de liaison qu'on peut réinterroger. Mais encore une fois, cette nécessité de coordonner à des mailles, à l'heure près, une série d'activités très complexes en parallèle, a nécessité, encore une fois en complément de toutes les ressources qui étaient déjà mobilisées, et encore une fois dans un contexte de tension sur les ressources, de permettre de délivrer la qualité de service. Mais peut-être, Madame la rapporteure, pour aussi compléter ce point, la réponse est oui. Mais il faut revoir un peu dans le contexte, c'est que nous avons été appelés tout début décembre, et il fallait réagir très vite. Nous avons fait ce rôle de manière temporaire. Ensuite, notre rôle a été ensuite de faire monter une équipe dédiée qui a repris l'ensemble de ces tâches, et nous nous sommes désengagés. Si malheureusement la crise devait s'amplifier, nous ne l'espérons pas, bien évidemment, chacune et chacun, il n'y aurait toujours pas au sein de l'administration des personnels pour assumer ces missions? Madame la rapporteure, là, nous, notre rôle de conseil... c'est une grande question quand même que nous avons. Moi, je vais vous dire aussi notre rôle, c'est qu'on a été appelé début décembre, il a fallu mobiliser pendant l'ensemble des vacances de Noël une équipe d'une 20aine de personnes pour permettre au lancement. Mais c'est ça le point. Ensuite, nous, et nous le disons, c'est pas notre rôle, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, d'exercer de manière durable ces missions. Donc notre rôle a été ensuite de faire monter et de construire une équipe qui ensuite opère et traite dans la durée. Et pour répondre à votre question, oui, madame, il faut que le ministère de la Santé ait la capacité à déployer des équipes pour faire face à ça. Je voudrais revenir sur les explications données par M. Landon sur ces deux missions-là. Je vais très très simplement essayer de reformuler pour mettre à l'épreuve ce que j'ai compris de ce que vous avez voulu dire. Il y a une première mission qui est en quelque sorte une préfiguration, et elle s'avère insuffisante en dimensionnement, et on enchaîne, on continue avec quelque chose d'un peu plus robuste, tel qu'est la tour de contrôle. C'est à peu près ça, sous votre contrôle. Mais à ce moment-là, il faut m'expliquer comment tout ça est compatible avec le système de tourniquet dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire vous êtes appelé successivement 2 fois pour des missions, alors que j'avais compris, moi, que dans le cadre de l'accord cadre, ça tournait. Le principe du tourniquet, Monsieur le Président, c'est que quand il y a une continuité de projet, le cabinet demeure. Parce qu'il faut aussi, vis-à-vis de l'administration, de ne pas faire de rupture de charge. Je pense que ça aurait été assez inexplicable au milieu de la crise de faire une transition. Ça peut s'entendre, mais c'est un tourniquet ce qui est à géométrie un peu variable en fonction de ce que vous venez de dire. Non, Monsieur le Président, c'est prévu dans le texte qui définit le cahier de charge, c'est que lorsque le principe de continuité justifie le maintien du titulaire, il demeure. C'est prévu. J'ai encore une question avant qu'on reprenne les questions de nos collègues là, sur cette question sanitaire. Je voulais savoir si vos consultants ont eu physiquement accès à la cellule interministérielle de crise. Si c'est le cas, est-ce qu'il y avait des procédures de sécurité, de vérification qui ont été prévues au préalable? Parce que d'après les informations que nous avons recueillies, vous avez par exemple appuyé la task force dans la synthèse et la préparation de réunions ou de comités clés, ce qui supposait donc cette présence. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ces points? Merci Monsieur le Président. Donc le travail de l'équipe s'est fait au sein du CRDM, où est toujours basée la task force interministérielle de gestion de la crise. Et donc c'est là que l'équipe a joué son rôle. Avec après un accès aux salles de réunion lorsqu'il y avait des réunions, mais c'est au sein du CRDM et là où se situe la task force interministérielle que nous avons. Et ensuite, pour compléter... La réponse est oui, vous avez eu accès. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y avait des procédures particulières de sécurité? Donc l'ensemble, chacun des consultants qui a été mobilisé a rempli une déclaration d'intérêt préalablement aux travaux, et puis ensuite l'accès au CRDM est protégé par des badges, donc l'équipe a eu au même titre que les agents qui y travaillent un badge. Voilà. Peut-être juste pour préciser, parce que le CRDM, c'est le centre de réponse qui est situé au niveau du ministère de la Santé. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, Monsieur le Président, mais nous avons toujours travaillé dans les locaux du ministère de la Santé. Voilà. Uniquement.
Et nous n'avons pas eu accédé, si vous voulez faire référence à des centres de réponse de crise qui seraient basés à d'autres endroits, non. Notre Vous rôle n'avez jamais a été participé au Conseil de défense? Jamais. Non, jamais. Là-dessus, il faut être très clair. Notre rôle a été d'aider des équipes de task force vaccinale qui sont basées au sein du ministère de la Santé. Donc nos équipes étaient basées là, aux côtés des équipes du ministère de la Santé, et travaillaient avec un badge et les questions de sécurité applicables à l'ensemble des salariés. Et une dernière question sur la crise sanitaire. Est-ce que vous êtes encore sur des missions liées à la crise sanitaire aujourd'hui? Oui. Donc, fin décembre, le ministère nous a sollicité pour venir apporter un appui complémentaire de manière ponctuelle à la task force dans le contexte de l'augmentation de la pression épidémique et du rebond, et pour un appui très ponctuel dans l'accélération de la campagne de rappel, de manière à faire en sorte que chaque Français ait pu bénéficier d'un créneau de rappel avant la fin janvier. Donc on intervient maintenant, mais encore une fois de manière très ponctuelle, en appui. Donc l'agent de liaison, les missions de l'agent de liaison sont terminées? Les missions de l'agent de liaison sont terminées, les missions en appui de la tour de contrôle chez SPF sont arrêtées. Qui assume cette responsabilité dorénavant? Absolument. Et peut-être j'en profite pour préciser que systématiquement, nous avons travaillé à développer les compétences des équipes au fur et à mesure qu'elles se sont constituées, étoffées, et d'assurer le transfert de tous les outils, modèles, etc. qu'on a construits aux équipes de la task force et aux équipes de SPF. Donc il y a eu aussi ce souci de faire en sorte que l'ensemble des activités soient repris à leur compte par les agents publics.